Alors, il épargne 4 fois moins qu'un épargnant chinois, et je n'ose à peine le dire, 3 fois moins qu'un épargnant béninois. Enfin, comme vous savez, en masse, ça fait quand même beaucoup plus. De même, la consommation intérieure chinoise a vigoureusement réagi, si bien que les économistes de Goldman Sachs ont établi que dans la reprise mondiale, la seule croissance de consommation intérieure du marché chinois a été la contrepartie suffisante à la baisse de consommation de tous les grands pays développés de l'OCDE. Ce qui est une contribution à la croissance complètement nouvelle. Vous avez sans doute en tête, il y a 15 ans, les grands efforts du gouvernement du Japon, par exemple, pour contraindre les consommateurs japonais à consommer. Mais il y a quelque chose d'efficace dans le système chinois qui s'est produit à l'intérieur de l'année 2009. Ça, c'est aussi des façons de corriger des déséquilibres. Monsieur Zinzou, qui s'explique comment et par quoi? Est-ce qu'il y a une politique économique sociale différente de la Chine? Oui, alors ça, c'est quand même une question pour le capitalisme. C'est que ce soit un pays communiste qui soit le pays capitaliste le plus efficace au monde. Ça pose quand même probablement des problèmes politiques et sociaux compliqués. Il n'y a qu'un pays qui ait mis en œuvre un plan de relance représentant en pourcentage du PIB quelque chose d'aussi important. On l'a critiqué ou on l'a moqué en disant qu'on avait mis beaucoup de projets qui existaient déjà dans ce plan de relance. Enfin, le fait est que le point bas en trend de la croissance chinoise n'a quand même pas été plus bas qu'une croissance positive de 5%. Et le fait est que les statistiques de la semaine dernière, c'est quand même une croissance du PIB chinois de 9%, tirée par une croissance de la consommation qui est à 2 chiffres, qui est à plus 15%. Croissance de la consommation. Donc on a en matière de politique économique et de capacité de faire du stimulus, comme on dit en anglais, ou de la relance, une efficacité qui est hors du commun pour les politiques publiques. Monsieur l'ambassadeur François Bujon de Lestaing. Merci. Ma question s'adresse au professeur Frieden. La crise récente de 2007-2008 nous a montré que le capitalisme créait des richesses, mais que ses excès pouvaient les détruire. Et vous nous avez expliqué, monsieur le professeur, de façon fort intéressante et paradoxale, que l'avenir du capitalisme, c'était les gouvernements. Est-ce que cela veut dire que le capitalisme est une chose trop sérieuse pour être laissée aux capitalistes, comme jadis la guerre était une chose trop sérieuse pour être laissée aux militaires? Et est-ce que ça veut dire que le rôle du gouvernement est précisément de protéger le capitalisme et de l'aider à se développer de façon harmonieuse en jouant un rôle très important dans l'économie? Aux États-Unis d'Amérique, où il n'y a pas si longtemps, le dogme était de lutter contre le big government, le retour du gouvernement est une chose tout à fait symptomatique et significative. Jusqu'où pensez-vous que le gouvernement doit rester dans l'économie là où il est entré, c'est-à-dire souvent comme actionnaire, et quel est le point d'équilibre entre le rôle du capitalisme et celui du gouvernement à moyen terme? That's a great question. The notion that capitalism is too important to be left to the capitalists in many ways goes back to Adam Smith, who said the purpose of government is precisely to provide the property rights, the judicial system, the order that allows for a market economy to operate. The real debates go on as to where do the public goods end and where do the private goods begin. So I think that in the American context, and your question is in large part about the United States, there was a pendular swing over the course of the 1980s and into the 1990s away from government involvement in the economy, including on the regulatory front. And I think the results of that, although I do believe that the fiscal and monetary policies of the last 10 years have been crucial in driving forward the underlying trends that led to the crisis, that it's clear that regulatory failures of an extraordinarily severe, at an extraordinarily severe level were important to what has happened. So I think that we are seeing a pendular swing backwards or back towards a greater role for government regulation, for government involvement. I would not say, the US typically has not had much direct government ownership of productive capacity. We have, right now, government-run auto factories and things of that nature, but I think those will fade with the crisis. But I think where we will not go back to is the notion that financial markets can be left unregulated and that a social safety net can be left to take care of itself. At the time, I remember hearing at one point someone saying somewhat sardonically during the Bush boom of 2003, 4, 5,
Who needs a social safety net when everybody has a credit card? Right? Well, that attitude, obviously, I think has gone out the window along with the crisis. So I do think that in the United States, at least, and in many other countries, we will see a swing back towards a greater involvement of the government in the economy. And I hope that that also feeds into the international public goods that Professor Papadoskiop was talking about, a greater willingness and ability of the US government to play a role in providing global public goods, which it has previously been somewhat reticent to participate in. Monsieur l'ambassadeur, vous vouliez dire que tous les gouvernements, y compris les gouvernements sociaux-démocrates, devaient contribuer à sauver le capitalisme? C'est le professeur Frieden qui nous dit que les gouvernements vont sauver le capitalisme. Les gouvernements sociaux-démocrates sont plus engagés que d'autres. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant le retour de l'État dans la vie américaine, qui d'ailleurs, à mon sens, a commencé à se manifester avant même. Une vie américaine que vous connaissez crise. très bien. Vous êtes resté ambassadeur combien d'années? 7 ans et demi. Merci. Merci. Je suis marocain, donc africain, et je m'occupe de prévention de la corruption. Donc ce matin, M. Hubert Védrine, s'agissant de gouvernance, nous a conseillé à chaque fois de redéfinir, c'est un mot valise. Moi, gouvernance me fait référence aussi à bonne gouvernance, c'est-à-dire, entre autres, la bonne utilisation des ressources à disposition. Ma question s'adresse à M. Zinsou. Concernant les fameux 430 milliards d'avoirs qui pourront demain faire changer le capitalisme de couleur, est-ce que cela inclut les avoirs dits détournés ou les avoirs, donc on dit stolen assets, les avoirs détournés, les biens détournés? Et si, enfin, oui ou non, Transparency International donne aujourd'hui des chiffres sur ces montants qui sont faramineux. Et quid du fait qu'au niveau international, la communauté internationale est encore réticente à faire de la coopération en matière justement de retour de ces avoirs et de leur mobilisation justement pour le développement. Voilà. Oui, merci, c'est une merveilleuse question. La statistique que je citais, elle est établie dans Perspectives économiques de l'OCDE, un document en perspectives économiques africaines fait par l'OCDE et la BAD, et ça comporte l'évaluation par l'addition de ce que déclarent les banques centrales. C'est extrêmement concentré, puisque les grands surplus sont en Algérie et en Libye, et puis ensuite, secondairement, au Nigeria, en Angola, etc.